Un coach qui individualise vaut de l'or. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental spécialisé dans l'accompagnement 100% sur mesure des entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais parler de personnalisation dans un coaching parce que je reçois très souvent des questions sur comment je programme pour mes clients, comment je m'organise, comment je fais pour accompagner des profils et des problématiques tout aussi variées. Un basketteur pro qui doit gagner en puissance tout en évitant les blessures, un entrepreneur à succès qui cherche à rééquilibrer sa vie pro et perso et améliorer sa santé, une femme en surpoids qui veut perdre du gras et retrouver confiance en elle, un jeune homme qui veut devenir un vrai homme et améliorer ses relations avec les femmes, un couple au bord de la rupture qui veut reconstruire un lien solide, un salarié qui cherche à investir dans l'immobilier, un père privé de ses enfants qui a besoin d'avoir une personne de confiance avec qui se confier et évacuer son stress, un célibataire qui a envie de comprendre la psychologie des hommes et des femmes, un pratiquant de musculation blessé qui veut guérir sans lâcher son entraînement, un homme mince qui veut prendre de la masse proprement, etc. L'objectif, te donner un maximum d'astuces concrètes pour que tu puisses ajuster ta propre programmation, quel que soit ton niveau, débutant, intermédiaire ou confirmé. Le bouche à oreille, il fait très bien son travail me concernant. Je n'ai jamais vraiment marketé cette partie de mon activité, ni les clients avec qui je travaille, et ni les résultats que j'obtiens. Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé garder une relation discrète et personnelle avec mes clients, qu'ils soient des entrepreneurs à succès ou des personnes issues de la population générale. J'aime bien ce côté intimiste du coaching, mais au final, le meilleur marketing, c'est de faire du bon travail. Le bouche à oreille, c'est ça qui m'a amené à mon niveau. Toujours grâce à la qualité du travail, pas parce que je m'expose sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vraiment surfé sur cette vague, mais si tu fais les choses bien, les bonnes opportunités viendront forcément à toi un jour. Et si en plus tu alignes une bonne stratégie de communication sur les réseaux sociaux, ça ne peut que aller dans la bonne direction. C'est juste une question de temps. Dans ma philosophie personnelle de coaching, je mets toujours la priorité sur l'humain avant tout. Je commence par comprendre l'individu, puis le contexte dans lequel il évolue, ici le physique et le mental, le passé et l'environnement actuel. C'est pour moi fondamental dans ma manière de coacher. Dans le fond, finalement, les principes restaient les mêmes, mais ce qui change, ce sont les méthodes, les modalités d'entraînement et la personnalité du coach avec ses valeurs. Déjà, les antécédents médicaux, l'historique des blessures, c'est un élément fondamental, autant chez un pratiquant avancé que chez un sédentaire. Quand tu es coach, tu dois être capable, selon moi, d'analyser cet historique, travailler sur la mobilité articulaire, gérer une réathlétisation si besoin. Et pour moi, tous les coachs devraient au moins avoir ces compétences. Parce que même si on fait de la perte de gras, de la prise de masse, on ne peut pas faire que ça. Pourquoi? Parce que la majorité des clients qui viennent me voir, ils ont des problèmes bien plus importants et parfois ils ne s'en rendent même pas compte. Des douleurs, des limitations, des blessures émotionnelles, etc. Donc en fait, un coach doit être capable de les gérer avant même de penser à les développer. Le contexte et la nuance sont la clé. Et moi, ce que je fais, c'est que je regarde ce que le professionnel de santé a déjà mis en place et moi, j'interviens là où il ne va pas assez en profondeur ou carrément qu'il ne fait pas ou qu'il fait mal. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des professionnels de santé et des coachs ne personnalisent pas, n'individualisent plus. Ce sont devenus la plupart des vendeurs de programmes copier-coller en PDF, de vendeurs de médicaments et de vaccins et qui ne font que des généralités collectives. Et donc par définition, faire du collectif, ce n'est pas individualisé. Et c'est là que mon rôle de coach prend tout son sens. Et c'est là aussi que je fais la différence. Parce que si une personne vient me voir en privé, c'est justement pour fuir le collectif, les discours officiels, ce qu'il retrouve partout, et chercher quelque chose de vraiment taillé sur mesure pour lui. Donc moi perso, je vais analyser son historique, ses besoins, ses objectifs, ce que les professionnels de santé et anciens coachs ont déjà fait, mais surtout ce qu'ils n'ont pas fait ou mal fait. Et très souvent, ce qui manque, c'est un vrai travail structuré, ciblé et individualisé. Et c'est là que moi j'interviens. Ma programmation avec les clients, ça tourne toujours autour de ça. Je me concentre sur tout ce qu'ils ne retrouvent pas autour d'eux et chez les professionnels de santé, ou en tout cas pas sous cette forme-là. L'idée de mon coaching, c'est d'être complémentaire au travail déjà en place et de ne pas rajouter de fatigue ou de stress sur les mêmes tissus, les mêmes lignes de force ou les mêmes schémas moteurs. C'est un point crucial pour moi. Ensuite, il y a bien sûr la gestion de l'agenda. Je l'ai dit, il faut prendre en compte le rythme de vie, mais aussi les imprévus et même les préférences individuelles de chaque client. Donc je dois en fait m'adapter à chacun et gagner leur confiance et progressivement installer ma philosophie d'entraînement, de nutrition et de bien-être physique et mental. Et puis finalement, tout est une question de stratégie. Tu as un match de basket le samedi par exemple, et ben peut-être que le vendredi, je vais te faire une activation nerveuse ciblée, histoire de réveiller ton système, mais sans trop te cramer les jambes. Donc par exemple, je vais viser le travail du haut du corps, stimuler un peu l'axe central, mais laisser le bas du corps frais pour performer le lendemain. C'est ce genre d'optimisation fine qui peut vraiment faire la différence dans un coaching. Et encore une fois, tout doit être pensé dans un cadre global. Et ça m'amène à un point important.
il ne faut pas chercher à mimer la musculation en salle. Et je le pense toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus spécifique que la musculation lui-même. Les pratiquants passent déjà des heures à répéter les mêmes mouvements. Mon travail à moi, c'est justement de ne pas en rajouter d'inutiles. Sinon, on renforce les déséquilibres musculaires au lieu de les corriger. Donc je vais chercher à compléter, à travailler les points faibles, les différents angles de travail, corriger les postures et développer des qualités physiques générales sans parasiter les schémas moteurs que le pratiquant a déjà mis en place. Si on ne fait pas ça, au final on brase l'air. Alors et bien sûr, je vais prendre aussi en compte sa situation. Est-ce qu'il est grand, petit, est-ce qu'il a un travail de bureau, ou est-ce qu'il a un travail physique dans le bâtiment, etc. Est-ce qu'il a des enfants ou non, est-ce qu'il est sédentaire ou sportif, est-ce qu'il a des antécédents médicaux ou des contre-indications sur certains mouvements. C'est là que je vais organiser toute la programmation et ajuster les ratios et ainsi développer les qualités physiques dominantes selon chaque profil. Et enfin, un dernier élément que j'intègre toujours, c'est l'analyse des blessures récurrentes dans la musculation ou le sport qu'il pratique déjà, même si le client ne les a jamais eues. Parce que si une blessure revient souvent dans une discipline par exemple, c'est qu'il y a des mécanismes de stress spécifiques et je préfère les anticiper plutôt que le client les subisse un jour. Je vais par exemple quand même intégrer certains éléments dans la programmation, même à petit pourcentage. Par exemple, un footballeur ne s'est jamais blessé au ligament croisé, et bah tant mieux, moi je touche du bois. Mais je sais que c'est une blessure qui est fréquente et lourde. Donc, je vais renforcer les structures du genou, travailler la stabilité de la hanche, de la cheville et intégrer tout un travail préventif autour de ces zones. C'est la même logique par exemple pour un basketteur qui n'a jamais eu de problème au tendon d'Achille. Je sais que les tendinopathies sont courantes dans ce sport, donc je vais glisser ici et là du travail spécifique pour ça. Et c'est là qu'on voit l'importance du rôle d'un bon coach. Parce que mon boulot, ce n'est pas juste d'améliorer les perfs et le physique, c'est aussi de réduire les risques de blessures et que les personnes prennent du plaisir. On ne peut jamais prévoir tout à 100%, mais on peut préparer au mieux. Et crois-moi, les clients le sentent et le voient. Par exemple, j'entends souvent qu'ils me disent « Ah bah tu vois, je me suis retrouvé dans cette position-là et je me suis jamais fait mal. Alors qu'avant, je me blessais tout le temps dans ce genre de posture. » Et bah ça par exemple c'est du concret, c'est du terrain. Et je peux intégrer ce genre de travail même en fin de séance comme on voit en salle de sport, les finishers dans le monde du bodybuilding. Et sauf que là, ce n'est pas juste pour le pump, mais pour renforcer intelligemment une zone fragile ou à risque. Et ce travail ne vient peut-être pas en tête des priorités, mais il mérite selon moi une place dans les séances de musculation. Et justement, l'historique de blessure d'un client, ça doit justement nous pousser à établir une hiérarchie claire dans notre programmation. Un client il arrive, il a eu des déchirures aux ischios, des douleurs au genou antérieur, mal à l'épaule, etc. Et bien en fait, tu ne peux pas tout traiter sur une seule séance par semaine. Donc des fois, il faut être capable de faire des choix intelligents. Et ça, moi perso, j'aurais bien aimé qu'on me le dise plus tôt quand j'étais jeune coach. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas aider tout le monde, tu ne peux pas travailler le petit orteil de chaque client à chaque séance. Tu dois tout poser noir sur blanc et analyser, prioriser. Tu dois identifier ce que j'appelle les red flags, les priorités absolues, celles qui te donnent le plus gros retour sur investissement. D'ailleurs, souvent j'en sélectionne en général 2, voire 3 maxi selon le contexte. Et oui, il y en a, je vais mettre de côté pour l'instant, même si des fois j'avoue c'est frustrant. En général, mes séances elles durent entre 1 heure à 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est là que l'art de la programmation, elle prend tout son sens. Plus tu es expérimenté, plus tu comprends que créer une séance efficace, ce n'est pas juste empiler des exercices, c'est penser chaque détail à l'avance. Quand c'est bien structuré, le client il le ressent, il le dit. Ah ouais, là c'est logique. Ah ouais, l'échauffement justement qu'on a fait avant, il m'a préparé à cet exercice-là, c'est trop bien. Ah, le travail articulaire qu'on a fait en début de séance, et ben en fait ça fait écho à ce qu'on va chercher et activer en fin de semaine, c'est génial. Et ben en fait tout ça a du sens. Rien n'est laissé au hasard dans un vrai coaching individualisé. Mais pour ça, il faut prendre le temps, organiser sa pensée, créer une vraie hiérarchie, de faire des vrais choix stratégiques et d'avoir du recul et une vision globale, pas juste un plan avec des cases à cocher comme on l'apprend dans les formations traditionnelles. Et c'est ça la vraie difficulté de l'individualisation et c'est là où moi je fais la différence. C'est pour ça que c'est un art, pas juste une science. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps, d'expérience et de connaissances. Parce que c'est facile de dire, ah c'est une femme, elle veut perdre du gras, bon bah vas-y fais ça. Oh genou, oh bah tiens, fais cet exercice. Mais en réalité, les bons exercices, au bon moment, dans le bon contexte et avec les bonnes personnes, avec le bon coach, c'est ça qui fait vraiment la différence entre un bon et un mauvais coach. Et malheureusement, ce sont souvent des programmations génériques et sans humanité qui sont proposées. Et c'est d'ailleurs ça que fait la majorité des coachs lambda, pas des experts bienveillants et humains capables de vraiment bien faire les choses, même si ça va à l'encontre de ce qu'ils ont appris dans des formations traditionnelles. Par exemple, on parle souvent des mères de famille, celles qui ont beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue, peu de temps libre pour elles et qui se plaignent de la charge mentale. Mais concrètement, toi, est-ce que tu te fais une séance type dans ta tête en imaginant qu'une mère de famille va arriver dans un certain état de forme? Tu prépares ta séance à l'avance, mais est-ce que tu peux l'adapter en instantané dès qu'il y a un imprévu?
Par exemple, ah là elle est plus fatiguée que prévu, ou oh au contraire elle a l'air mieux que ce que j'imaginais. Ah là la salle est blindée, il n'y a plus de place, plus de machine dispo. Est-ce que tu sais changer, adapter la séance en fonction? Ou alors tu sais déjà un peu à l'avance comment elle va se sentir parce qu'avec ses enfants, elle a eu un événement stressant. Comment tu gères ça? Parce que la fatigue, le stress, c'est quotidien et ça varie tous les jours. Pour moi, c'est clair. Une programmation doit toujours être adaptée et il faut rester flexible. Quand je suis avec le client par exemple, la forme du jour c'est primordial à détecter selon moi. À partir de là, je sais si je dois manipuler l'entraînement, la diète ou l'accompagnement mental. Ça peut vouloir dire réduire le volume, moins de séries par exercice, parfois supprimer certaines parties, d'autres fois je vais maintenir une intensité élevée même si le client est un peu fatigué. Parce que parfois il faut aussi envoyer malgré tout et je calcule aussi la récupération possible entre les séances. Finalement, il n'y a pas de règle stricte, c'est toujours de l'adaptation au ressenti du jour. On a une ligne directrice dans la programmation, dans les formations qu'on a suivies, mais elle peut toujours être modulée. Rarement à la hausse parce que je connais le dosage optimal pour obtenir les bonnes adaptations, mais à la baisse, bien sûr, ça arrive souvent. Et un autre point qu'on entend souvent, les personnes qui réussissent ont toujours un coach personnel. Est-ce que c'est parce qu'il est impossible d'être performant uniquement avec l'entraînement collectif? Pour toi, est-ce que tu conseillerais à tous tes clients qui veulent atteindre un haut niveau de réussite d'avoir absolument un coach personnel pour une programmation unique et adaptée? Pour moi, c'est clair que oui. Si tout est aligné pour ça, je recommanderais toujours de prendre un coach personnel. Et encore plus si tu es un entrepreneur déjà débordé et que tu n'arrives pas à gérer la charge. Il faut un coach très compétent qui sache doser au minimum nécessaire et ne faire que ce qui compte vraiment. Un coach qui puisse te dire, tu sais quoi, on ne fait que ça aujourd'hui. Ça reste toujours bénéfique. Après, c'est clair que le coach personnel a souvent envie de travailler sur plein de choses. Et il y a toujours une phase d'adaptation où le corps il se dit, ah non, je ne peux pas gérer plus. Mais au final, tu finis par exposer tes limites et ton corps devient meilleur. Cette phase, elle est dure. Tu rames, tu fatigues, puis tu finis par mieux gérer. Parfois, ce sont même des micro-séances de 20 minutes. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un coach personnel pour ça? Tout dépend des personnes, tout dépend du contexte. Tout ce qui est personnalisé et individualisé est toujours mieux. Mais faire du personnalisé juste pour dire qu'on fait du personnalisé, ça sert à rien. Et avec mes clients, je porte justement ce fameux 1% qui fait toute la différence. Être plus performant physiquement et mentalement, éviter les blessures, gagner de l'argent, réussir sa relation de couple, être plus heureux, etc. Aider un client à retrouver espoir, son corps, son bien-être, c'est puissant. Et en même temps, accompagner un jeune par exemple dès le départ, poser les bases d'une vie exceptionnelle, c'est tout aussi gratifiant. Donc pour moi, les deux sont kiffants, mais avec des satisfactions différentes. Et pour finir, si je devais donner un seul conseil aux jeunes coachs qui rêvent de vivre de leur passion, ce serait celui-là. Coach chaque client, même lambda, comme si c'était des stars NBA. Fais du bon taf avec tout le monde. Focalise-toi sur l'humain avant tout. La théorie c'est bien, mais le terrain est ce qui va énormément t'apprendre. Je suis convaincu que maîtriser les deux mondes, celui de la théorie des études scientifiques, des diplômes, et celui du terrain, de la réalité, c'est la clé du succès. L'erreur que je vois souvent, c'est les coachs qui veulent aller trop vite et qui jugent sans cesse, sans jamais avoir appris à gérer un être humain dans son ensemble de manière bienveillante et ni même à se gérer eux-mêmes. Nul ne peut donner des conseils et inspirer les autres s'il ne montre pas déjà le bon exemple. Alors mon conseil c'est, apprends à bien gérer l'humain, forme-toi sérieusement tout le temps avec des formations, du mentorat, des livres, des vidéos, des podcasts, des coachs, etc. Développe tes compétences en vente, en communication, en adaptation, en pédagogie. Ajoute des outils à ta boîte à outils, des contacts et à ton réseau encore et encore. Et avec le temps, tu pourras intégrer des choses plus poussées, plus fun et plus techniques. Alors ça prend du temps, c'est sûr, mais c'est pas grave parce que ça en vaut le coup. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai abordé plusieurs angles. Donc si tu es un pro du sport ou de la santé, tu sais quoi faire. Si tu es un pratiquant de musculation, peu importe ton niveau, ajuste ce que j'ai partagé ici. Il y a un clic de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes. Lien au bio pour obtenir ton accès immédiat.